Bonjour et bienvenue sur le podcast qui te dit tout ou presque sur le nerf vague et plus globalement sur le système nerveux de notre corps, de l'humain. Et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour un épisode où je vais m'appuyer sur un cas pratique. On va innover un peu, changer un peu la formule. Tu le découvriras, on va parler d'anxiété au travail et les liens qu'on peut faire avec le nerf vague. Et déjà, tu peux te poser cette question, est-ce que peut-être toi-même tu as déjà été impacté par cela dans ton milieu professionnel, au niveau ce qu'on peut appeler burn-out, dépression, stress, quand tu prends ta voiture pour aller, ou le transport en commun pour aller à ton travail. Et si ça t'est pas arrivé à toi-même, eh bien très certainement que tu connais une personne, un proche à qui c'est arrivé ou à qui ça arrive actuellement. Avant ça, je vais te faire deux annonces. La première qui me tient à cœur, j'ai justement le thème du jour, le sujet du jour est issu d'un témoignage qu'un auditeur m'a fait, et je me suis dit que ça pourrait certainement en intéresser plus d'un d'entre vous à participer à un atelier. Et donc une fois par mois, en tout cas je vais lancer, on verra ce que ça donne en février. Dès février en tout cas, je lancerai une heure d'échange avec chacun, avec les personnes qui seront là, où vous m'exposerez vos problématiques, vos questions, et j'essaierai de vous donner quelques pistes. Donc comme je le disais, c'est gratuit, ça durera 1h30 selon le nombre de personnes qui sont là. Je vous donnerai toutes les dates en description de l'épisode et de la vidéo. Et voilà pour la première annonce, comme ça vous permettra aussi de vous familiariser avec la manière dont je travaille et un peu plus ou moins les outils que je peux utiliser. Et la deuxième annonce qui est pour moi très importante, et je ferai des liens là-dessus aussi dans les épisodes à venir, c'est un point de vue alimentaire. J'ai appris hier que la FDA, donc c'est la Food and Drug Administration, donc aux États-Unis, c'est l'équivalent de la Chambre d'agriculture et de santé en France. Alors ça s'appelle pas comme ça en France, mais bon, peu importe, vous m'avez compris. C'est l'organisme en tout cas qui s'occupe de l'alimentation aux États-Unis, aux USA, et ils ont totalement inversé les préconisations alimentaires. Donc j'ai découvert ça hier, c'est sorti cette semaine je pense. C'est-à-dire que la pyramide alimentaire, si vous n'avez pas la vidéo, c'est une pyramide avec la pointe vers le sommet et la base élargie en bas. Et en bas, c'est les aliments que l'on va consommer en grande quantité, et vers la pointe sont les aliments que l'on va consommer en petite quantité. Traditionnellement, classiquement, je dirais, c'est ce qu'on connaît en France et en Europe. La base est constituée souvent de produits riches en blé, céréales, ce genre de choses. Et en haut de la pyramide, les aliments qu'on est censé très peu manger sont les graisses, les protéines, le fromage, ce genre de choses. Et bien, eux, ils ont totalement inversé la chose, c'est-à-dire que les produits recommandés, c'est ce que l'on va retrouver dans l'alimentation qu'on appelle low carb, ou carrément dans du keto. Si tu le sais pas, moi je suis en keto, je suis dans cette alimentation-là avec des écarts, je suis pas complètement 100% là-dedans tout le temps. Et depuis, je sais pas, presque 18 ans, je crois, 8-9 ans. Et c'est quelque chose que je défends, c'est une alimentation que je défends parce qu'elle est très riche en bienfaits. C'est peut-être pas adapté à la majeure partie de la population, mais une grande partie en tout cas pendant un temps, et j'accompagne évidemment autour de ça aussi. Et j'ai pu réaliser quelques défis en keto, des défis sportifs en endurance notamment. Voilà pour les deux annonces. Donc tu peux regarder ça sur internet, évidemment, retrouver le site de la FDA aux États-Unis qui ont mis ça en place. Voilà, alors j'en parle, c'est quand même une petite révolution dans le milieu de l'alimentation. C'est dans le milieu keto en tout cas, ça fait très longtemps que dans le milieu francophone en tout cas, on essaye de promouvoir ça, et je ne vais pas rentrer trop dans quelque chose de débat à débattre. En tout cas en France, il y a des gros lobbies, ça a été montré à la télé dans plusieurs enquêtes, lobby du sucre qui sont là et qui
qui défendent les produits céréaliers, le sucre aux États-Unis aussi. Et voilà, avec l'administration Trump qui fait bien ce qu'elle veut quand elle veut, eux ils sont passés outre tout ça. Évidemment, à voir comment la population va mettre ça en place, parce que c'est bien beau de préconiser ce style alimentaire qui est riche en bienfaits, parce que l'idée c'est de lutter contre l'obésité, le diabète et le prédiabète. Néanmoins, si c'est pour manger des produits cultivés, élevés, des animaux élevés, avec plein d'antibiotiques et de pesticides pour les produits, les légumes et les autres fruits, ça, c'est dommage. Donc évidemment, toute la population ne pourra pas se payer des produits organiques bio. Voilà pour les deux annonces. Et donc, on passe à la suite. Un sujet qui, comme je le disais en introduction, te touche peut-être personnellement, t'a touché peut-être à une période de ta vie ou a touché un de tes proches. Évidemment, ça ne va pas concerner les entrepreneurs qui sont à la tête de leur entreprise, quoique ça peut les impacter pour les personnes qui s'épuisent dans leur travail et qui oublient de se reposer. Et là, je te partage donc le commentaire que l'on m'a envoyé. Donc c'est une personne qui est en arrêt maladie et suite à des désaccords avec son manager, s'est mis en arrêt parce que voilà, c'était trop anxiogène pour cette personne d'aller au travail. Elle est accompagnée, psychologue, psychiatre, et suit un traitement autour de ces anxiétés. Et cette personne s'intéresse donc au nerf vague. Elle est venue là-dessus parce que son constat, c'est que les anxiolytiques, les antidépresseurs, le travail avec le psychiatre, le psychologue ont une efficacité sur le moment. Néanmoins, cette personne a déjà conscience qu'une fois que le traitement et les accompagnements seront terminés, eh bien elle se sentira en tout cas dépourvue, sans outils en fait, pour, j'allais dire affronter, mais en tout cas pour retourner dans son milieu du travail. Moi je vais essayer de faire un lien aujourd'hui avec un épisode passé. Je le reprends, je l'ai déjà repris au niveau de la respiration, mais là je le reprends aussi parce que quand la personne m'a partagé son expérience, ça m'a vraiment fait penser à ça. C'est l'épisode Soif de conquête, le 14, si je ne dis pas de bêtises. Je t'invite à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Et dans Soif de conquête, je parlais donc de ces êtres vivants dans l'eau aquatique, être aquatique, qui ont à un moment donné, il y a plusieurs millions d'années de ça, fait le pari d'essayer de vivre sur la Terre, les terres émergées. Et je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'en ai longuement parlé dans l'épisode. Et certaines espèces, en tout cas, ont réussi, quand d'autres ont échoué dans leur conquête de ces terres émergées, parce que évidemment, tu te rends bien compte que ça a demandé énormément d'adaptation au fil des progénitures, des descendances, pour pouvoir vivre, passer d'un état flottant, aquatique, avec la respiration et tout le mode d'alimentation et de reproduction que ça implique, à une vie terrestre. Et là, en fait, pourquoi je parle de ça? Tout simplement parce que ces espèces-là, à un moment donné, avaient un choix à faire. C'était soit elles restaient dans le milieu aquatique, au milieu d'autres prédateurs, et en tout cas, dans la théorie sur laquelle je m'appuie, je te disais que pourquoi elles sont sorties de l'eau, parce qu'il y avait comme une espèce de surpopulation dans leur milieu côtier, et que certainement l'alimentation se faisait de plus en plus rare, il y avait de plus en plus de concurrence au niveau de l'alimentation, au niveau des abris, voilà, donc tout ça qui était en place. Et le choix qu'elles avaient à faire, donc, c'était soit je reste et je me planque et je trouve des stratégies, peut-être au fil de la descendance, je vais grossir, devenir plus de proie je vais devenir un prédateur. Et bon, ça demande beaucoup de temps. Et c'est même pas dit que ça fonctionne. Ou, eh bien, je trouve une solution pratique, c'est j'essaye de vivre ailleurs. Et la vie ailleurs,
très certainement ça a été par opportunisme aussi, a fait que ça s'est produit sur la terre ferme, donc en dehors de l'eau. Je le redis, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts, ça a pris des générations et des générations. Néanmoins, ces êtres aquatiques qui vivaient un certain niveau de stress quasi continuel par rapport à l'alimentation, à la reproduction, le fait de se cacher, vivaient continuellement de l'anxiété. Ce que vivait la personne, ou ce que toi peut-être tu vis au milieu de ton milieu professionnel, avec un manager, un N+1, peut-être un collègue, peut-être quelqu'un en dessous de toi au niveau de la hiérarchie, avec qui ça se passe pas bien. On s'en fiche de qui a tort, qui a raison, c'est juste que quand tu te lèves le matin, tu as déjà la boule au ventre, et cette boule au ventre, elle augmente quand tu prends ton transport en commun, quand tu prends ta voiture, et encore plus quand tu franchis la porte de ton lieu de travail. Et ça épuise. Et c'est la même chose avec notre être aquatique. À chaque jour, il y avait ce stress hyper présent qui fait qu'à un moment donné, je reviens sur l'humain, on est sur de l'hypervigilance, on est sur le qui-vive, comme on dit. C'est-à-dire que le moindre truc nous fait sursauter. Pourquoi ? Tout simplement parce que tous nos organes des sens sont hyper activés. Je fais vraiment le parallèle avec le monde aquatique, en tout cas pour l'instant, on parlera plus tard des êtres terrestres, et c'est le même phénomène qui se produit en fait. C'est que si tu prends un animal quel qu'il soit, qui est toujours sollicité, qui est toujours qui évolue dans un milieu hostile, eh bien forcément pour s'en sortir, il a besoin que tous ses organes des sens, sa vue, son ouïe, sa capacité à ressentir ce qu'il y a autour de soi, l'odorat, tout un tas d'autres sens. Ça a besoin d'être à 100%, voire même à 120%. Évidemment, ça demande de l'énergie, ça consomme de l'énergie. Et ce qui fait que cette dépense énergétique, si elle n'est pas compensée par une bonne respiration, de l'alimentation, une bonne alimentation, une bonne récupération via le sommeil, et un environnement où on peut se sentir où donc tous les critères des sens peuvent baisser, et où on peut donc, sans parler de dormir, mais se sentir dans un environnement sécure. S'il n'y a pas ces conditions-là qui sont régulièrement là, présentes, donc c'est tous les jours en fait qu'on a besoin, forcément, à un moment donné, il y a un épuisement général du corps qui va arriver, et ça va nous amener sur plein de symptômes qui peuvent aller de ce qu'on appelle l'inflammation chronique. Alors chronique, ça veut dire que c'est une inflammation qui est constamment là, même si on ne la ressent pas, c'est constamment utilisé en quelque sorte. Imagine ton système nerveux qui est tout le temps sur le qui-vive. Et en fait, à un moment donné, ce système nerveux, c'est comme un fil électrique où il y aurait toujours constamment du courant qui passe à l'intérieur. Mais du courant un peu au-dessus de ce que le câble peut accepter. C'est-à-dire qu'il va s'user plus rapidement que ce qu'il était prévu. Et c'est un peu la même chose qui peut se passer sur nos nerfs, sur notre système nerveux. Et donc, à un moment donné, ça va lâcher. Ça va faire un effondrement, un collapse, comme on dit en anglais, un burn-out, une dépression, ça porte bien son nom, c'est-à-dire que il y a de la pression, 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 et à un moment donné, tout s'écroule, hop, dépression, on tombe. Et du coup, la pression a pris le dessus, et fait que, pour échapper à cette pression constante, continuelle, j'utilise beaucoup ce mot aujourd'hui, la solution pratique que notre système trouve, c'est de s'écrouler. Et j'en reviens donc à ces personnes, et certainement certains d'entre vous,
vivez cette anxiété vis-à-vis de votre boulot, j'aimerais vous donner la solution miracle. Mais la solution miracle, il n'y en a pas. Il n'y a pas de baguette magique, c'est comme dans toute problématique, c'est à chacun de trouver son propre chemin, de créer son propre chemin et d'aller vers ce qui va lui correspondre le mieux. Et il y a des solutions pratiques. Cette personne l'a trouvé, c'est de se mettre en arrêt maladie pour pouvoir s'occuper d'elle, prendre soin d'elle et avoir un espace de récupération avec l'aide de médicaments, l'aide de spécialistes comme le psychiatre, le psychologue, l'aide peut-être aussi d'un coach comme moi par exemple en théorie polyvagale sur le système nerveux, le nerf vague, tout ça, pour essayer de tranquillement, doucement remonter et se reconstruire. Et ça, c'est ma vision. Après, chacun est libre, évidemment, de faire ce qu'il veut. Pour ma part, si je devais vivre ça, l'idée, à moins que ce soit vraiment un métier passion dans lequel vous êtes, dans lequel tu es, c'est peut-être, une fois qu'on est reconstruit, et pendant cette reconstruction aussi, de se réorienter, de revoir dans sa vie qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui nous convient plus, qu'est-ce qui me nourrit et qu'est-ce qui me demande énormément d'énergie, parce que j'ai envie de dire que par rapport au partage de cette personne, peut-être que le manager là, qui a mis un peu des bâtons dans les roues, c'était juste la dernière goutte qui a fait que tout a débordé. Donc bien souvent on va pointer en direction de la dernière personne, du dernier événement qui a fait que tout a explosé. Néanmoins, souvent la cocotte elle est en train de chauffer et de se mettre sous pression depuis très longtemps. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est très certainement l'occasion pour tout un chacun et toute un chacune de faire un point, de faire un bilan sur là où on en est, là où tu en es, et qu'est-ce que ça veut dire faire un bilan? C'est de peser le pour et le contre, en quelque sorte, de qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui ne me nourrit pas, qu'est-ce qui me prend de l'énergie, et cette balance, de faire la balance de en fait, j'ai plus de choses dans ma vie qui me bouffent, qui me pourrissent ma vie, en fait, que de choses qui me ramènent du plaisir, de la joie, du contentement, et qui font que tous les matins, j'ai envie de me lever. J'ai très bien conscience que de dire ça, c'est facile, parce qu'on est tous et toutes pris dans des vies de famille, pour certains sûrement dans des crédits, dans des parcours qui font que ça peut être compliqué de tout chambouler comme ça. Néanmoins, la question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est quoi la vie que je me projette? Est-ce que c'est une vie encore de souffrance jalonnée de tout va bien, je retourne au boulot, et puis 6 mois après, je refais une dépression parce que c'est plus le manager, c'est le collègue, ou c'est parce que j'ai une surcharge de travail tout simplement, ou parce que j'avance en âge et je risque d'être remplaçable à tout moment par quelqu'un de plus jeune, ou on en parle beaucoup aujourd'hui par l'IA, et forcément ça crée à nouveau de l'anxiété, ou est-ce que je peut-être réfléchis à une autre manière de vivre, comme l'alimentation en fait. Est-ce que mon alimentation continue de me convenir, ou en fait j'en ai marre d'être dépendant du sucre, de l'alcool, de la cigarette que je consomme, et comment je peux faire en sorte que dans mon quotidien, je ne sois plus dépendant de tout cela, et du travail actuel que j'ai. Est-ce que je suis en capacité de suffisamment me remettre en question, de remettre en question mes besoins financiers, mes besoins
mes besoins de reconnaissance professionnelle aussi, pour avoir l'audace de changer quelque chose dans mon parcours de vie. Dans mes propos, il n'y a évidemment aucune critique à quiconque. Je le précise parce que ça pourrait sembler comme des attaques. Je partage juste des points de vue, des questions à se poser. À partir du moment où tu vas te poser ces questions, et que peut-être elles vont revenir régulièrement, ça deviendra important de trouver des réponses. Parce que si ces questions reviennent périodiquement, c'est qu'il y a un malaise dans ta vie, il y a un malaise, que ce soit au sein de ton infrastructure professionnelle, peut-être dans ta famille, peut-être le lieu où tu habites, peut-être le voisinage qui ne te correspond plus. Et sur ce genre de questionnements qui sont fréquents et qui reviennent en tout cas, c'est important de rapidement donner une réponse, de mettre en place quelque chose qui va permettre de changer. Parce que sinon, en fait, on en revient, j'en reviens à mon poisson dans l'eau, il est sur la zone côtière, il y a énormément d'autres espèces qui sont là, peut-être en pleine forme, peut-être pleines de compétences que j'ai pas moi, ou que je n'ai plus, ou que parce que je suis tellement fatigué qu'en fait les autres, rien que par leur présence, prennent le dessus sur moi. Je n'ai plus la capacité de m'exprimer et de dire, d'une, de ressentir, et de deux, d'exprimer mes besoins. Et ce qui fait que en fait, je me sens continuellement envahi par un supérieur hiérarchique ou une supérieure hiérarchique, par une ou un collègue, par mon voisin qui fait du bruit, qui prend ma place de parking, j'en sais rien, par mes enfants qui, ce sont des enfants et ils font du bruit, ils sont vivants tout simplement. Et ce poisson, sur sa bande côtière, à un moment donné, il va devoir disparaître. Soit en se cachant, pour pouvoir récupérer, soit en trouvant une nouvelle stratégie de vie. Et en essayant, en prenant des risques, de vivre autre chose. Quand quelque chose devient invivable, la vie, c'est pas moi qui le dis, c'est quand on étudie la biologie, quand on étudie la sociologie aussi, l'histoire humaine, quand quelque chose devient invivable, il est important, il est même vital, j'ai envie de dire, d'expérimenter autre chose et de revenir aux essais-erreurs. Essai, réussite. Réussite, je garde. Erreur, j'expérimente autre chose. Jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui me convienne et quelque chose qui m'appartienne. Je partagerai sur le groupe Telegram, sur le canal Telegram dédié au nerf vague, une page d'un écrit de Jung qui déjà en 1913, alors il n'a rien inventé, d'autres l'ont dit avant lui, mais dans ses réflexions ressortait ce truc du brebis, du mouton en fait. Est-ce que je suis les recommandations à 100% de quelqu'un, les conseils, est-ce que je fais exactement, je fais un copier-coller en fait de ce qu'on vient de me dire, ou est-ce que j'essaye de prendre des bribes à droite, à gauche, de ah ouais tiens ça pourrait me plaire, ah ben tiens je vais l'adapter à ma sauce et voir si je peux construire, bâtir, tracer mon chemin par rapport à ce que j'ai entendu de telle personne, de telle autre, de telle époque, des idées qui me viennent aussi. C'est ça l'invitation par rapport à ce partage de
ce que cette personne vit actuellement, c'est de s'inspirer en fait. Et je trouve déjà très très bien, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, je crois, qui osent, en tout cas dans mon entourage, quand on accompagne des personnes, elles tiennent, et en fait c'est la maladie qui les terrasse avant le bon sens. Et la personne qui m'a partagé son expérience, elle a eu le bon sens de sentir que il y avait des signaux qui commençaient à se réveiller dans son corps. Hop. Là, j'arrête tout. Arrêt de travail. Médecin, psychiatre, psychologue, médicaments, ça va m'aider un temps. Je suis ok, je suis pas ok, chacun est libre là-dedans. J'ai pas de conseils à donner sur ça. Et je prends soin de moi. Parce que ma priorité, c'est moi. Comment tu vas être efficace si tu vas pas bien? Voilà, tout simplement. Je vous laisse avec ça. Et évidemment, on ira un petit peu plus loin lors des ateliers que je proposerai. Donc à partir de février, ce sera à chaque fois vers le milieu du mois. Je vous donnerai les dates en avance. Donc ce sera gratuit, ce sera sur Zoom. Il y aura un petit peu d'interaction et je te donnerai des pistes par rapport à ce que vous me direz, à ce que tu me diras, et pour expérimenter en fait. Parce que voilà, j'ai tout un panel d'outils à disposition. Il y a des outils, il y a des personnes à qui ça va très bien convenir, il y en a d'autres, pas du tout, parce que en fait elles font déjà, et de continuer avec ces outils-là, ça épuise encore plus le système nerveux. On verra tout ça en tout cas en atelier. Et je vais m'arrêter ici, comme d'habitude, en musique avec Bala Bangoura, musique qui nous vient donc du Sénégal. Et en tout cas, j'espère que tu as pu apprécier ce format-là aussi. Il y a le canal Telegram pour nous rejoindre, pour partager tes impressions. Il y a sur YouTube, évidemment, on peut laisser aussi des commentaires, des appréciations. Et en tout cas, ravi encore une fois d'avoir partagé ce temps avec toi, avec vous. Et je vous dis à très vite.